Attention, restez bien jusqu'à la fin de la chronique car j'ai une annonce très importante à faire vis-à-vis un nouveau projet sur lequel je me suis lancé. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne. Je pense que tout le monde ici connaît l'histoire du docteur Frankenstein, n'est-ce pas? L'histoire d'un savant fou qui joua les dieux en façonnant une créature artificielle à partir de différents morceaux de cadavres humains. Eh bien, remplacer le savant fou par des producteurs américains et les morceaux de cadavres par des fictions japonaises découpées, réécrites et remontées, et ça vous donne des séries et animés charcutés et réassemblés façon créature de Frankenstein. Déjà, dès les années 70, c'était monnaie courante de reprendre des extraits de films de kung-fu chinois ou hongkongais pour bidouiller des films totalement différents. Ainsi, on exerce son matérialisme dialectique. Et pourquoi pas sa subjectivité radicale. Ça pourra toujours servir. Mais qu'est-ce que tu baragouines, ça veut dire quoi? Et dans les années 90, on a eu Power Ranger, créature de la société Saban, constituée à moitié d'extraits de séries de super-héros colorés japonais, dites de Super Sentai, comme Zyuranger ou Dairanger, tandis que l'autre moitié était une sitcom tranche de vie entre adolescents propres et bien américains, tournée à l'occasion par Saban aux États-Unis. Parce que sinon, vois-tu, ça ferait trop japonais. Et... je sais pas, ça déstabiliserait les enfants. Mais il faut savoir qu'on faisait ça aussi pour des dessins animés japonais. Mélanger deux univers dessinés qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui pour des diffuseurs occidentaux étaient une matière première idéale pour leur propre remix et mash-up douteux. Ainsi, pour la période d'Halloween, enfin c'est ce que j'aurais voulu dire, mais on a sorti la vidéo après le 31 octobre, hein, c'est des choses qui arrivent, on va parler de 3 animés charcutés façon Frankenstein. Lancez le jingle. Si vous ne voulez pas voir des animés et des séries japonaises déformées et charcutées pour la télévision occidentale, mais que des versions sous-titrées n'existent pas, votre meilleure solution, bien sûr, ça restera de les regarder en japonais pur. Soka. Wakatta. Pour apprendre une nouvelle langue, essayez Rosetta Stone, le sponsor de cette vidéo. Rosetta Stone est une application pédagogique qui vous aidera à apprendre toutes sortes de langues. Le japonais, bien sûr, mais aussi l'allemand, chinois, russe, arabe, anglais britannique et même anglais d'Amérique. C'est pas tout à fait la même chose en fait, genre par exemple, vous voyez, au Royaume-Uni, les tomates, ils appellent ça tomato, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt tomato. En tout, vous avez le choix entre 24 langues à apprendre à travers des cours simples de 5 à 10 minutes par jour seulement. Ne vous trompez plus sur les prononciations grâce au moteur de reconnaissance vocale True Accent et bénéficier d'un apprentissage immersif. Avec des séquences de mots et d'images soigneusement sélectionnées, vous apprendrez presque comme si vous étiez en situation réelle. Vous pouvez même télécharger des leçons et les consulter en mode hors ligne, sans passer par une connexion internet. Grâce à Rosetta Stone, vous ne parlerez plus jamais anglais comme un employé d'Ubisoft pendant une conférence 3. At Ubisoft, our intention is to create games that will make you stronger and happier. Ouvrez vos horizons linguistiques avec Rosetta Stone. Lien dans la description pour bénéficier d'une réduction sur votre abonnement. Vous pouvez même posséder le logiciel à vie et accéder à toutes les leçons dans toutes les langues avec Rosetta Stone Lifetime pour 174,50 €. Ou sinon, encore une fois, abonnement à prix réduit via le lien dans la description. Merci à Rosetta Stone pour soutenir cette vidéo et bon visionnage. Pour la plupart d'entre vous, Voltron, c'est une série d'animation sympathique en exclusivité sur Netflix, produite par DreamWorks et animée par Studio Mir, portée par différents talents auparavant connus pour Avatar, le dernier maître de l'air, et Avatar, la légende de Korra. Série que les gens ont bien kiffé. Enfin, du moins jusqu'à la saison 4, parce que les fans, à partir de là, ils étaient plus divisés, on va dire. Ah merde, la saison 4, elle a un petit peu déçu certains fans, mais bon, c'est pas bien grave, ils vont s'améliorer pour la suite. Ah bah c'est super, ils s'améliorent, c'est chouette. Mais c'est super, ils vont vers le sommet, ça fait grave plaisir. Merde, ça a encore rebaissé. Bon, c'est pas bien grave, c'est les dernières saisons, c'est un petit peu normal qu'il y ait des fans qui trouvent pas leur compte. Je suis sûr qu'ils vont nous faire un final de ouf. Pour moi, ça, c'est impardonnable.
Mais sinon, cette série avait beaucoup d'éléments tout à fait plaisants. De l'aventure, de la romance, de la science-fiction, de la magie, des personnages attachants, et surtout, des lions mécaniques de l'espace que tu combines en gros robots géants. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une de mes japonimations? À vrai dire, oui. Car en fait, ce Voltron sur Netflix était en fait un reboot d'un animé qui était très populaire aux États-Unis en 1984 et qui s'appelait juste Voltron. Et comme vous vous en doutez, le principe était sensiblement le même. 5 robots lions de l'espace, pilotés par 5 héros humains codés couleurs, pouvant se combiner en un plus gros robot nommé Voltron. Ils devaient se battre contre le méchant Empire Galra pour défendre la galaxie avec l'aide de la princesse Allura. Sauf que Voltron n'existe pas. Du lion, nous sommes passés à la chimère, quand un certain producteur pour la télévision, Peter Keefe, décida d'adapter pour les petits écrans américains la série Beast King Go Lion, un animé de la Toei Animation. Oui, la même Toei derrière Dragon Ball Z et One Piece. Oui, ceci est une vraie photo de Peter Keefe, et ça me fait bizarre de le dire, mais j'aime bien le chara-design de cet être humain. On dirait vraiment Koran de Voltron, mais en vrai en fait. Mais il ne s'est pas juste contenté d'adapter pour l'Amérique en changeant le nom de la série, les personnages, les lieux et en modifiant drastiquement les dialogues, mais aussi les scènes de mort, de violence, de torture, bref, que les trucs drôles quoi. Non, il a aussi fait la même chose avec une autre série nommée Armored Fleet Dairugger 15, un autre animé de la Toei conceptuellement similaire, de la science-fiction spatiale avec des véhicules transformables pilotés par des pilotes codés couleurs pouvant se combiner en un robot plus gros. Et ironiquement, un peu de la même façon mais en plus tordu, Go Lion et Dairugger furent combinés mais de force cette fois pour devenir une seule et même série, Voltron, dont les 52 premiers épisodes sont consacrés à la Lion Force, l'équipe des lions, tandis que les 52 derniers épisodes sont consacrés à la Vehicle Force, l'équipe en véhicule. Sauf que si Power Rangers Turbo m'a appris un truc, j'arrive pas à croire que je dis cette phrase, c'est que les véhicules à moteur qui deviennent des robots géants, c'est quand même vachement moins cool que des animaux mécaniques qui deviennent des robots géants. Du coup, Voltron Vehicle Force était moins populaire que Voltron Lion Force. Au point que World Events Productions, la boîte de Peter Keefe, ont dû commander auprès de la Toei 20 épisodes inédits et totalement originaux de Voltron version Lion, pour les diffuser en fin 1985. C'est dingue ça, tu modifies tellement un animé au point que l'histoire n'est plus la même, mais tu demandes aux artistes originaux de reprendre les mêmes designs, les mêmes robots, les mêmes personnages, mais en se basant sur la fanfic que t'as faite dans ton coin. C'est ouf ce qu'on peut faire avec du fric, hein. N'empêche, non seulement Voltron a fonctionné au point d'avoir eu plusieurs reboots, mais c'était en plus une de ces séries qui a convaincu l'Amérique d'importer plus de séries et dessins animés japonais, de la même façon que Goldorak, Candy et les Chevaliers du Zodiaque ont initié la vague d'animés en France. Et grâce à ce succès, Peter Keefe a pu produire une autre série d'animation totalement culte, à savoir Denver le dernier dinosaure. Comment est-ce qu'on a pu passer des robots géants à ça, en fait? Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami, bien plus encore. Comment ça, et bien plus encore? Peter, explique-toi, qu'est-ce que t'aimerais faire avec un dinosaure, au juste, hein? Produite par la société Harmony Gold, Robotech est une saga épique spatiale s'étendant sur plusieurs années mélangeant aviation, robots géants, musique et triangle amoureux. Créée par Carl Macek et écrite par Steve Kramer, Robotech est une fumisterie de haut niveau. Créée par Carl Macek, ouais c'est ça, ouais, mes fesses velues elles sont créées par Carl Macek. Vous pensiez que créer une série à partir de 2 animés c'était déjà fort? Mais Harmony Gold, ils sont encore plus balèzes. Ils en ont combiné 3. Dans les années 80, une agence marketing nommée Big West Frontier finança la création de 3 séries d'animation sous le sigle Super Dimension. 3 séries aux univers totalement séparés, si ce n'est qu'ils appartiennent tous les 3 au genre de la science-fiction et des robots géants. Super Dimension Fortress Macross de 1982-1983, créé par les studios Noé et Heartland avec l'appui de la renommée studio Tatsunoko à la production. Super Dimension Century Argus en 1984 avec encore Heartland à l'animation et Nué et TMS à la production. Puis enfin, Super Dimension Cavalry Southern Cross, répète ça 3 fois très vite, en 1985, principalement assuré par la Tatsunoko, animation et production comprises. Ça va, vous suivez?
Je peux pas savoir si vous suivez, je vous entends pas parler. Je vais prétendre que oui. Du coup, la boîte américaine Harmony Gold a contacté les japonais de Tatsunoko pour importer et diffuser leur série. Sauf qu'ils vont utiliser la méthode Voltron et inventer leur propre histoire à partir des animés reçus, en prétendant que les 3 séries qu'ils vont diffuser appartiennent au même monde et sont des suites successives d'événements. Encore une fois, ces séries n'ont rien à voir, mais tu sais, hein, ces cartoons japingouins avec leurs histoires de robots géants de l'espace, bah c'est de toute façon la même chose, hein. Ça me fait mal de le dire, même de façon sarcastique. Ainsi, ils ont créé Robotech, une nouvelle franchise séparée en 3 sagas distinctes. La première guerre Robotech, un remontage de Macross, ok, normal. La deuxième guerre Robotech, un remontage de Southern Cross, ok, normal. Et la troisième guerre Robotech, un remontage de Genesis Climber Mospeada. Ok, non, pas du tout, c'est pas normal là, qu'est-ce qui se passe là? Il est passé où Orgus? Parce qu'en fait, si vous avez bien suivi, c'est Big West Frontier qui est impliqué dans les 3 séries Super Dimension. Mais Tatsunoko n'était impliqué que sur 2 des 3 séries. Il n'avait rien à voir avec Orgus. Et c'est juste Tatsunoko qui a été contacté par Harmony Gold, personne d'autre. Ainsi, Tatsunoko a filé une série de robots au pif qu'il avait produits et Harmony Gold était genre « ouais, ok ». Ça me va. Donc voilà, plus rien n'a rien à voir avec quoi que ce soit, on peut faire n'importe quoi, c'est la fête! Oui! Boum, boum, je sais pas ce que je fais. C'est comme si j'appelais Warner pour avoir les droits des films Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et... je sais pas... Cœur d'encre avec Brendan Fraser, et je leur dis « Ouais, tu sais quoi, je vais les fusionner pour en faire une saga en 3 parties qui se passent dans le même monde, vu que c'est tous des trucs de magie, de toute façon, voilà. Je vais appeler ça Magitruc, voilà, par ici la monnaie !» Mais même si Robotech fut culte à une époque, il n'a pas su traverser les âges comme l'a fait Macross. Car dès la première série, Macross est devenu une des plus importantes franchises de robots géants qui existent. Macross fut même une des premières séries à populariser le concept de robots transformables avant Transformers. Il y a eu plusieurs suites en films et séries, des adaptations en jeux vidéo et même des lignes de jouets. Macross est juste devenu une franchise qui patate. Mais à cause de soucis juridiques avec Harmony Gold, Macross est quasiment coincé au Japon et ne peut pas bénéficier d'une bonne distribution en Occident. Harmony Gold continue de s'attacher aux droits de distribution internationale de Macross et de se battre avec les ayants droit japonais, alors qu'ils ne font absolument rien avec. Ces gens sont coincés dans leur gloire passée des années 80, bloquant plus de 30 ans de nouvelles créations d'un univers fascinant. Pour la faire courte, Harmony Gold a pris Macross en otage. Très frustrant, désespérant même, c'est du caviar jeté au cochon cette histoire. Au lieu d'avoir importé Macross en Occident, Robotech l'a macrucifié. Tragique. Presque autant que mon jeu de mots nul, pourquoi j'ai fait ça ? Ça y est, voilà, vous vous dites sûrement en ce moment « Yes, j'en avais marre que Hermite me parle de ces vieux animés de robots pour boomers, là, enfin un truc que je connais !» Vous connaissez l'histoire du premier animé Digimon. 8 jeunes héros transportés dans le monde numérique ou Digimonde, assignés à des compagnons Digimon, des créatures faites à partir de données informatiques, capables de se transformer et gagner en puissance grâce à l'émotion de leurs amis humains. Ensemble, ils sauvent le monde numérique, mais aussi... je sais pas, c'est quoi du coup le contraire de monde numérique pour décrire le monde normal, le monde analogique, contre de méchants Digimon virus avides de pouvoir et destruction. La série a été charcutée bien sûr comme Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et d'autres animés jeunesse de l'époque. Occidentalisation hardcore, disparition de tout élément japonisant, musique remplacée, réécriture des dialogues pour mettre plus... d'humour. Si quelqu'un nous demande où t'as trouvé ce truc, on n'aura qu'à dire que notre poulailler se trouve sur une décharge où on jette des déchets nucléaires. Ouais, c'est marrant. Mais bon, ça c'est le charcutage normal de l'époque, ça, surtout pour Saban, c'est pas pire que Power Rangers. Mais Digimon, le film, lui, c'était du gros charcutage Frankenstein bien sale. Déjà, le premier truc que tu vois dans ce film Digimon, c'est pas des Digimon, c'est Angela Anaconda. Alors je précise, j'ai rien du tout contre Angela Anaconda, mais c'est juste que tu vois, quand tu regardes un film Digimon, le premier truc auquel tu t'attends, c'est tout, sauf une photo en noir et blanc d'une Canadienne animée comme Paper Mario sur Nintendo 64. Je sais pas moi, c'est comme si j'allais voir Pokémon le film, mais que les 10 premières minutes, c'était Oogie les cafards.
C'est déstabilisant, vous êtes d'accord? Mais je vais vous dire quelle est la vraie embrouille avec ce film. Je suis sûr que vous étiez très nombreux à vous demander « Ouais, c'était quoi le délire avec les intrigues qui sautent dans le temps, là? Parce qu'au début, ça commence avec Tai et Kairi petit enfant, puis ça passe des années plus tard, après la saison 1 de Digimon, puis des années encore plus tard, durant Digimon saison 2, avec une histoire de gamin, là, nommé Willis, qui a 2 Digimon au lieu d'un, puis l'un d'eux devient méchant à cause d'un 3e Digimon d'Irus qu'il a programmé lui-même, puis Kairi, là, elle te fait toute la narration en mode super speed sous cocaïne et tu comprends rien. Tai était allé pour la 3e fois aux toilettes. C'est parce qu'en fait, Digimon le film, c'est pas un film, c'est 3 films. Ou 4, hein, ça dépend de comment tu regardes les choses. Ce qu'on a essayé de vendre comme étant Digimon le film sorti le 6 octobre 2000 consiste en fait à la fusion d'un court-métrage de 20 minutes nommé Digimon Adventure sorti le 6 mars 99, soit un jour avant la sortie de la série au Japon, suivi de Digimon Adventure Bokuran no Wargame, un moyen-métrage de 40 minutes sorti le 4 mars 2000, puis une double feature, Digimon Adventure 2 avec un titre long et chiant prononcé, donc je vous la laisse lire sur l'écran. Digimon Adventure 02 Koen, Shosetsu Shinka. Ogon no Digimental. Sorti le 8 juillet 2000 et consistant en une histoire divisée en 2 parties qui ensemble font 65 minutes. Alors déjà tu remarques 2 douilles. La première c'est que si tu combines tous ces petits films Digimon, c'est censé faire 125 minutes, soit 2h05. Mais Digimon le film, lui, ne fait qu'1h30. Tu peux même dire 1h26 si tu dégages Angela Anaconda. Donc en gros, il y a minimum une demi-heure de film Digimon qui a disparu, voilà, qui se balade dans la nature, comme ça, on sait pas où c'est. Deuxième douille, pour rappel, le 3e film est sorti au Japon le 8 juillet 2000. Digimon le film, lui, est sorti aux États-Unis le 6 octobre 2000. Ça laisse donc minimum 3 mois pour traduire, réécrire, remonter, redoubler et distribuer ce film de Frankenstein. Après, j'espère vraiment que je me trompe, hein. Peut-être qu'ils avaient accès à des scripts en avance, ou qu'ils ont pu voir le 3e film en avant-première, ou autre technique pour gagner du temps, je ne sais pas. Mais comme l'idée c'était d'inventer une nouvelle intrigue pour relier 3 films qui n'ont absolument rien à voir, quelque chose me dit que ce projet a été conçu dans un grand n'importe quoi général. Ce qui est en partie confirmé par Jeff Nimoy, qui a écrit et dirigé l'adaptation des 2 premières saisons de Digimon aux États-Unis, qui pensait que forcer l'intrigue du 3e film et le personnage de Willis dans les 2 premiers films était une mauvaise idée, et que ça aurait été mieux de sortir un 3e film à part, directement à la télé ou en vidéo. Rien qui n'indique que le projet lui-même a été fait dans la hâte, mais on voit que les producteurs auraient forcé l'intégration du 3e film pour hyper la saison 2 de Digimon et ses nouveaux héros. C'est l'histoire la plus triste qu'on m'ait jamais racontée. Donc le même monsieur qui a travaillé sur un film avec des dialogues comme ça... C'est bien ces autoroutes de l'information, mais il devrait mettre des aires de repos, faut que j'aille au petit coin. T'avais qu'à y penser avant, essaye de te retenir. Demande un temps mort à l'arbitre. Faut que je te laisse, grand-mère vient de s'endormir sur tes cas. Il y en a assez ou vous en voulez encore? Je ne sais pas, c'est la première fois que je mets de la farine dans un gâteau. Eh bien, même lui, il s'est dit que c'était une idée un peu douteuse de faire un triple film de Frankenstein comme ça. Du coup, je vous en supplie, ne regardez pas ce film, regardez plutôt les vrais films Digimon. Surtout les 2 premiers en fait, ils sont très courts, ils sont très beaux et stylés, et ils sont réalisés par Mamoru Hosoda. Et oui, je parle bien du même Mamoru Hosoda qui a réalisé Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, La Traversée du Temps, et Summer Wars, qui est en réalité un remake caché mais super classe du 2e court-métrage Digimon. Je veux dire, regardez ces 2 films l'un après l'autre, vous allez voir, ça va vous exploser la tête. Et voilà, c'était 3 animés charcutés et modifiés façon Frankenstein. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h pour un live Twitch post-chronique où on va discuter ensemble de plein de petites infos que j'ai pas eu le temps d'aborder dans la vidéo, comme le fait que Transformers est un peu aussi un monstre de Frankenstein. N'empêche, c'est quand même fou toutes ces créations japonaises qui ont été remodelées, découpées, dénaturées et même défigurées pour se conformer à une drôle d'idée de ce que les yeux des Occidentaux peuvent accepter. Tellement de grandes histoires et d'artistes talentueux dont il est encore difficile maintenant de connaître la véritable qualité, la véritable nature. Je comprends que c'était une autre époque et une autre idée de la télévision, mais... je peux pas m'empêcher d'être frustré, ça me fait un peu rager, vraiment. C'est sûrement très prétentieux, mais je peux pas m'empêcher de me dire que si ça avait été moi, enfin je suis personne, je suis juste un mec qui fait des vidéos sur internet, mais si ça avait été moi, si j'avais eu l'occasion, l'unique chance de travailler avec des artistes japonais talentueux afin de montrer leur création à la France ou au reste du monde, ça se passerait pas comme ça.
Ça se passerait pas comme ça. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Qui a parlé? Qui est là? Souhaites-tu vraiment travailler avec des artistes du Japon et d'ailleurs, promouvoir leur créativité et les mettre en lumière? Dis-moi précisément ce que tu veux, version alternative de moi en beaucoup moins séduisant. Voici une vision de ce qu'on pourrait créer ensemble. Waouh. Comment ça s'appelle? Et quand est-ce qu'on lance ça? Ça s'appelle... Ok les amis, soyez prêts le 16 novembre pour nous aider à rendre ce rêve réalité. Cool. Bon, je peux enlever cette perruque, c'est chaud, ça me gratte, là ça commence à me saouler. Non, la perruque reste Yacine, hein. Tu brises pas l'illusion. Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Pour les 10 ans de ma chaîne, j'ai enchaîné beaucoup de sujets de vidéos que j'avais en réserve depuis très longtemps. C'est encore le cas cette fois et j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous serez très nombreux à soutenir Tsubomi, c'est un projet très important pour moi. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques.